Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et dans ce conflit, plusieurs hauts responsables ukrainiens ont été récemment accusés de corruption et des entreprises internationales qui se précipitent déjà pour signer des contrats pour reconstruire l'Ukraine. La guerre peut-elle être une opportunité pour certains, Philippe? Oui, Cécile. D'ailleurs, la Commission européenne et la Banque mondiale exigent qu'il faudra au minimum 350 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. De quoi faire rêver beaucoup de grands groupes. Alors vous êtes d'accord et vous pensez que finalement c'est la loi du marché? Il y a de l'argent à faire, guerre ou pas guerre, il faut en faire pour une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, ou vous pensez que pour vous c'est amoral et que ce n'est pas normal? Venez nous le dire au 0826 300 300. Avec nous Anne Mazoyer, présidente de Fair Value Corporate et Public Affairs, cabinet français indépendant de conseil en affaires publiques et politiques, basé à Paris, Bruxelles, Londres, Rome et Varsovie, et spécialiste des questions ukrainiennes. On va déjà faire un tour de table des vraies voix. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger? Est-ce qu'il y a toujours des profiteurs de guerre? Oui, alors j'allais dire que dans l'histoire, je n'imagine pas qu'il y ait une guerre où il n'y ait pas eu des parasites, des exploitants de la guerre elle-même. Mais en revanche, il faudrait bien distinguer dans votre question les profiteurs, j'allais dire, frauduleux, de mauvaise foi, des gens, des parasites de l'horreur et des destructions des autres, de ceux qui, d'une certaine manière, vont aider un pays, même en profitant, mais parce qu'ils sont nécessaires pour le reconstruire. Je ne voudrais pas que toutes les aides et tous les gens, toutes les sociétés qui vont intervenir soient qualifiées de profiteuses alors qu'elles accomplissent un travail que finalement il est nécessaire qu'elles fassent. Loïc Le Floch-Prigent. Vous vous souvenez du regretté Cabu qui avait un beauf qui était là toujours et qui disait il nous faudrait une bonne guerre. Oui, c'est vrai. Et lorsque je vous entends, c'est à ça que je pense à Cabu qui nous a fait rire aux larmes à cet égard. Donc il n'y a que des profiteurs de guerre. Et le problème, c'est de savoir, comme le dit très bien Philippe, à quel niveau on profite. Bien sûr. Et donc, le fait de reconstruire, le fait aujourd'hui de vendre des armes, de fournir des armes, donc c'est l'industrie de l'armement. L'industrie de l'armement est très contente de fournir des armes, etc. Donc on voit bien la difficulté et par conséquent, ça rejoint l'idée que j'avais tout à l'heure, c'est parler de paix est quand même l'origine de tout, parce que reconstruire un pays qui continue à être sous les bombes, c'est très difficile. Et ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut préparer la reconstruction, mais d'abord, il faut arriver à la paix. Oui. Pierre-Yves Martin. Pour moi, la guerre, c'est un moment de temps où le cadre traditionnel n'existe plus, où il n'y a plus de légitimité. Comme disait Clausewitz, c'est le moment où la diplomatie s'arrête. Exactement. Et du coup, c'est tout à fait logique qu'il y ait des entre guillemets des nouveaux acteurs qui rentrent en puissance pour mener des influences, pour faire de l'argent. Ça a toujours existé. Ce que je veux simplement dire, c'est que peut-être qu'en France, la question qui est posée, notamment par rapport aux grands groupes, aux entreprises, c'est que comme on a une relation un peu compliquée avec l'argent, avec les entreprises qui dégagent de la croissance, on peut aussi imaginer qu'une entreprise soit là juste pour dégager des profits. C'est quand même son objectif numéro 1 au départ, quoi qu'on en dise. Et que du coup, on a peut-être tendance à voir d'un mauvais œil des entreprises qui veulent se développer, qui veulent être présentes sur des marchés qui sont à reconstruire, etc. Et que comme on est avec une morale un petit peu judéo-chrétienne, c'est un peu plus compliqué peut-être en France qu'ailleurs, je sais pas. Anne Mazoyer, oui, pardon, sur Clausewitz, il a dit, ce qui est beaucoup plus intéressant par rapport à l'Ukraine, la diplomatie et la continuation de la guerre par d'autres moyens. La continuation de la diplomatie par d'autres moyens. C'est ce que j'allais vous dire. Mais on lui apprend des choses. C'est bien, c'est pour ça qu'il vient tous les jours. Anne Mazoyer, justement... On sera moins bête en sortant d'ici. Les médias en ont peu parlé, mais on l'a vu sur le site du ministère des Finances. Il y a eu une rencontre mi-décembre, donc il y a un peu plus de 2 mois, entre Emmanuel Macron et le Premier ministre ukrainien pour déjà parler de la reconstruction de l'Ukraine. Où est-ce que ça en est? Parce que les médias en ont pratiquement pas parlé, et là ça en parle à bas bruit. On voit qu'à Varsovie, il y a un salon qui s'appelle Rebuild Ukraine, reconstruire l'Ukraine.
Où est-ce qu'on en est? Et en fait, si vous voulez, je voudrais revenir sur un principe de base qui est de dire qu'effectivement, la diplomatie s'arrête en temps de guerre, mais que ce qui est le plus important, c'est de la faire continuer. Et le seul moyen de la faire continuer, c'est via la diplomatie économique et non pas par la diplomatie politique. Les politiques se rencontrent et c'est très bien, et ça fait un moment qu'ils se rencontrent, mais cette anticipation, elle doit reposer sur des faits concrets qui ne peuvent être menés que par des entreprises. Alors, je voudrais aussi revenir sur un point qui me paraît extrêmement important quand on parle de profiteurs. Et on va revenir sur les entreprises. Mais moi, j'ai été malheureusement dans les camps dès le départ, c'est-à-dire dès le mois de mars. Ce que j'y ai vu, je ne l'oublierai jamais. Et les profiteurs que j'ai vus, ce n'étaient pas des entreprises. J'ai vu des hommes et des femmes qui attendaient des enfants pour des réseaux et pour alimenter des réseaux de pédophilie. J'ai vu des hommes et des femmes attendre des jeunes femmes ou des femmes moins jeunes mais qui étaient très attractives pour les intégrer à des réseaux de proxénétisme. J'ai vu des pseudo-ONG qui étaient là pour soi-disant essayer de servir de courroie de transmission financière et qui n'étaient là que pour leur propre profit. Et il n'y avait pas d'entreprise. En fait, en mars, il n'y avait pas d'entreprise. Les entreprises qui se sont mobilisées, et je pense qu'on peut être très fiers, c'est les entreprises françaises qui étaient présentes, la diaspora française qui était présente à Varsovie a fait un travail exceptionnel, je dois le dire. Des grands groupes comme Orange et comme d'autres, vraiment ont fait un travail fantastique, même des banques que je dois citer comme la BNP Paribas. Il y a eu de très très grands groupes polonais qui se sont engagés les premiers. Je rappelle, parce que je m'appelle Jankowska également, que en fait la Pologne a accueilli 7 millions de réfugiés en un temps record, qu'aujourd'hui il reste encore 3 millions d'Ukrainiens sur le territoire polonais et que les premières tentatives de corruption que nous avons pu constater, c'est vis-à-vis des civils et non pas des entreprises qui ont essayé de profiter d'un système de reconstruction. Mais il faut oublier l'idée d'une guerre chirurgicale qui n'existe pas. Qui n'a jamais existé. C'est une chose abominable, c'est une chose tragique et qui touche non pas seulement des militaires. On nous a montré des centaines de milliers de photos de militaires qui se battent et qui sont des hommes et des femmes excessivement courageux. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des civils qui sont la proie de toutes les tentatives, je dirais, d'exaction et pas seulement de la part des militaires. Il ne faut pas oublier qu'une guerre, c'est une chose, encore une fois, d'une violence inouïe, qu'il y a eu des journalistes également, français et étrangers qui ont été tués. Ils ont fait preuve également d'un engagement assez exceptionnel. Et donc, je voudrais revenir sur cette question des entreprises parce que vous ne pouvez pas reconstruire et refinancer un pays sans une entreprise, sans une cohorte d'entreprises. Donc, évidemment, comme dans toute armée... La question était volontairement provocatrice. Oui, oui. Hein. Voilà. Mais comme dans toute armée, vous avez donc des saints et vous avez des salauds. Pardonnez-moi cette trivialité, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, l'Ukraine n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne de l'espoir. Et l'espoir, c'est l'intérêt qu'on va porter à son pays. Et comme vous aurez pu le constater, du reste, il y a quand même une migration du centre de gravité économique de l'ouest de l'Europe vers l'est actuellement. Pour toutes les raisons que vous venez tous de décrire parfaitement, c'est-à-dire d'abord pour la reconstruction, 350 milliards de dollars, ça n'est pas rien. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a un savoir-faire à l'Est, qu'il y a des richesses minières et un positionnement géopolitique exceptionnel. Et que de ce fait-là, enfin, peut-être l'Union européenne a pris conscience de cette zone des pays de l'Est, et notamment de la Pologne et de l'Ukraine, comme étant effectivement aujourd'hui peut-être un des leaders futurs de ce qui risque et de ce qui doit se passer au niveau de l'Union elle-même. Vous restez avec... Allez-y. À votre avis, hein, pour non pas aller dans le sens de le fleuve Prigent, est-ce que ça a du sens de faire cet énorme travail aujourd'hui alors que nous ne sommes pas assurés de la paix ? Alors, votre question est d'autant plus pertinente que l'incertitude règne de toute façon dans toutes ces questions. Personne ne peut dire quand la guerre va se terminer. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que je crains, c'est véritablement l'enlisement de cette guerre. Un enlisement qu'on pourrait comparer d'une toute autre manière à ce qui s'est passé dans le conflit israélo-palestinien, qui dure quand même depuis 1948 et voilà, qui n'empêche pas qu'il y ait des chantiers, qui n'empêche pas qu'il y ait des entreprises, qui n'empêche pas qu'il y ait des projets industriels ou de sociétés de services, qui n'empêche pas la population de vivre, avec tous les risques que ça comporte. Donc, je vais vous dire une phrase terrible, mais je pense que cette histoire, c'est
c'est le risque qu'on va essayer de transformer en opportunité. C'est-à-dire que nous ne savons pas si cette paix va arriver d'ici quelques mois, soi-disant sous la férule des Américains. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense une guerre froide, en fait. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Biden est venu faire ce qu'il avait à faire de toute façon. Je pourrais le comparer d'une autre manière à ce qu'avait essayé de faire Kennedy au moment où il était venu à Berlin. Je pense que ça va rester de la communication. Voilà, c'est mon métier, donc c'est pour ça que je le dis, mais je pense que ça va rester de la com, qui peut donner de l'espoir également, qui peut donner un engouement, qui peut donner une impulsion, mais ça va rester de la communication. En revanche, moi, ce dont je suis à peu près certaine pour connaître quand même assez bien la zone, c'est que Poutine ne va certainement pas renoncer, et que contrairement à ce que nous disons les uns et les autres, nous ne savons pas où en sont les forces russes. Nous n'avons aucun moyen de le contrôler. Autant nous avons des moyens de contrôler ce qui se passe avec l'Ukraine, avec, je dirais, les pays de l'OTAN, autant on ne sait pas ce qui se passe. Ils résistent quand même. Tout le monde dit que c'est une catastrophe. Très bien, mais non, on ne sait rien. 0826 300 300, Grégory est avec nous. Vous vouliez réagir, Grégory? On vous écoute. Oui, alors il y a plusieurs profiteurs. Hein. Il y a déjà le gouvernement ukrainien. On sait que 60% des aides et des armes qui arrivent en Ukraine ne vont pas à la guerre et aux Ukrainiens. Il y a bien sûr BlackRock qui attend que ça. Les USA, bien sûr, via Nord Stream, profitent grandement de cette guerre puisqu'ils ont engrangé 25 milliards de plus grâce à la vente du gaz. Après, il y a des pays pour remplacer le gaz russe. Et après, il y a des pays qui profitent grâce à l'Europe, on va dire l'Inde, qui nous revend du pétrole russe, le transformant en diesel, la Chine pareil. Et nous avons aussi des gens qui veulent profiter en France, par exemple Bouygues, via LCI, essaye d'amadouer le gouvernement. Alors ça, c'est votre point de vue. Oui, ça, Grégory. On peut pas vous laisser. Mais voilà, il y a beaucoup de profiteurs de guerre en ce moment. Mais quand on parle, par exemple, des profiteurs de guerre, vous permettez, j'élargis, mais moi, on me dit le prix du paquet de riz a explosé. Excusez-moi, quand j'achète du riz, il vient de Camargue, il vient de Thaïlande, il vient d'Inde, il vient du Suriname ou des États-Unis, mais j'ai jamais acheté de riz ukrainien de ma vie. Je sais pas vous, peut-être que vous mangez du riz ukrainien dans votre assiette, Cécile, j'en sais rien. Est-ce que ça, c'est pas aussi des profiteurs de guerre dont on parle pas? Non, mais de toute façon, on sait très bien aussi que l'Ukraine fournissait en très grande partie l'Afrique et que du reste, un des pays qui a été un des continents qui a été le plus touché par cette tragédie, c'est effectivement l'Afrique parce qu'elle était abondamment nourrie par l'Ukraine et par le blé ukrainien et pas par le riz et par le blé russe. Et ce que je voudrais, pour répondre à ce monsieur qui a raison, et je comprends sa révolte, Grégory, c'est que il faut bien comprendre une chose, c'est que la reconstruction, c'est un long processus. Et c'est un long processus qui ne s'improvise pas, qui malheureusement draine effectivement toute une cohorte de profiteurs, mais vous n'y pouvez rien, c'est malheureusement la nature humaine. Mais ce que je voudrais dire également, c'est qu'il y a des infrastructures qui vont être créées, à la fois portuaires, aéroportuaires, des infrastructures ferroviaires. Nous, on travaille sur un projet exceptionnel à notre cabinet qui s'appelle CPK et qui va faire de l'aéroport de Varsovie un des plus importants probablement dans toute l'Europe et dont vont partir des dizaines de voies et de lignes ferroviaires à haute vitesse dans toute l'Europe pour pouvoir justement faciliter la mobilité, faciliter, je dirais, les échanges et peut-être aussi servir de levier de compétitivité. Donc, c'est comme la langue d'Ésope, vous avez tout et son contraire, mais vous avez aussi des entreprises, et Bouygues, pardonnez-moi, en fait partie, qui s'investissent énormément et qui font tout pour essayer de négocier avec les autorités, que dans les autorités, il y ait de la corruption, mais vous avez des tas de pays dans lesquels il y a de la corruption, je ne voudrais citer aucun autre pays au monde, des pays mais il y en a beaucoup, et je ne citerai aucun pays, parce qu'il vaut mieux rester... On est corrompu pour gagner le quiz, vous savez, donc, Philippe Bigard vous achète tous les jours. Est-ce qu'il y a un pays irréprochable? Non, parce que c'est la nature humaine, de toute façon. Mais je voudrais vous poser une question. Loïc Le Floch-Prigent va certainement... Vous voulez rebondir, Loïc Le Floch-Prigent? Parce que quand il y a eu la guerre en Irak, il y a 20 ans, en 2003, des multinationales américaines comme Halliburton avaient déjà les contrats pour reconstruire les bâtiments qui allaient être détruits, avant même qu'ils aient commencé la guerre. Alors Dick Cheney, le vice-président américain, était au conseil d'administration d'Halliburton. Il n'y avait pas du tout de 39 milliards pour Halliburton, c'est ça? Il n'y avait pas du tout de conflit d'intérêts. Est-ce que les Français avaient été exclus suite à l'opposition de la guerre
la France à la guerre en Irak. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises sont en bonne position pour la reconstruction de l'Ukraine? Alors oui, parce que... Alors c'est plus la Mitteleuropa, la zone d'influence de l'Allemagne. Alors oui, d'abord parce que les Français sont quand même... Enfin, il y avait beaucoup de Français qui étaient présents quand même déjà en Ukraine et dont beaucoup ne sont pas partis, qui ont été extrêmement courageux. Des sociétés qui ont vraiment choisi de ne pas quitter l'Ukraine. Il faut savoir également que le MEDEF international a organisé une délégation au tout début du mois de février d'une vingtaine d'entreprises pour commencer à regarder et à rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs et à voir quels étaient les besoins, parce qu'il n'y a pas seulement les interlocuteurs, mais quels sont les besoins. Et dans le cadre de ce salon que vous citiez, Philippe, que tu cites, Philippe, très clairement, vous avez une organisation qui était absolument remarquable entre toutes les régions d'Ukraine qui étaient présentes et qui justement près du micro, qui pouvaient justement présenter leur cahier des charges de manière à ce que les entreprises puissent être ciblées dès le départ et qu'elles puissent répondre de la meilleure manière possible. Loïc Le Floch. Il y a deux éléments. Il y a le premier élément qui est celui que Madame Madoé est en train de développer, qui est celui des infrastructures. Et sur les infrastructures, il est clair que l'ensemble des entreprises françaises est bien mieux outillé que les autres entreprises européennes. Et par conséquent, il est naturel que les grands groupes français d'infrastructures se trouvent aux premières loges. Je considère qu'aujourd'hui ils le font très bien et ça c'est la reconstruction, je dirais, du pays en infrastructure. Il y a le deuxième volet qui est beaucoup plus compliqué, qui est celui de l'industrie ukrainienne, dont on avait, comme l'industrie polonaise d'ailleurs, beaucoup sous-estimé l'excellence et les éléments qui nous importaient, nous. Et on s'est aperçu que un certain nombre de chaînes de fabrication en Allemagne et en France se sont arrêtées que lorsqu'il y a eu Mariupol. Lorsqu'il y a eu avec l'ensemble, c'est-à-dire que on s'est aperçu qu'il y avait des éléments qu'on ne pouvait pas voir. Alors, moi, sur les choses que je fais, je sais que il y avait un atelier qui existait en Pologne qui faisait la même chose que les Ukrainiens, mais un petit atelier, et par conséquent qu'ils ne pouvaient pas rendre. Et donc, c'est un peu ça. Et c'est cette compétence ukrainienne qu'il faut absolument conserver pour rebâtir une véritable industrie. C'est-à-dire que l'Ukraine va se rebâtir avec des infrastructures, certainement, mais avec une industrie, parce qu'il y a des compétences en Ukraine qui étaient liées hélas, à la partie la plus orientale et la partie sur laquelle les combats se font, et qui était un pôle d'excellence, de compétences industrielles, etc. Et là, le Donbass c'était le plus gros pôle sidérurgique à l'époque de l'URSS. Absolument. Et là, on a des trucs qui rentrent du gros matériel très solide, etc., qui était extrêmement bien fait dans le Donbass et qui n'existe plus. Et nous sommes en train, les uns et les autres, d'essayer de voir comment on peut y arriver. Donc c'est ça. Ça va être très difficile. Alors ce que je veux dire, c'est que dans un pays qui continue à être en guerre, c'est très compliqué de faire des infrastructures et dire je vais rebâtir, je vais rebâtir. On ne peut faire que finalement que du provisoire sans arrêt. Et là, je dirais que les Français sont pas les plus mal lotis, mais on est plus dans l'administration de type militaire, c'est-à-dire des éléments pour préparer ce qui pourra être fait ultérieurement. Et ça, c'est très très difficile. Voilà. Un mot en 30 secondes. Une micro-question. Est-ce que la démarche diplomatique d'Emmanuel Macron auprès de la Russie a eu des impacts sur la manière dont l'Ukraine accueillerait les investissements et l'implication des entreprises françaises? Attention, on a 30 secondes. Ils font la part des choses. Ils sont très pragmatiques, comme les Polonais du reste. Et donc, il y a le politique et il y a les affaires. D'accord. Merci beaucoup. Comme ça, tout est résumé dans une phrase. C'est le talent, 10 secondes. C'est vraiment l'art de la synthèse. Suivez mon regard. Je ne peux être que d'accord avec vous, madame. C'est bien ce qui se passe. Merci beaucoup, Anne Mazoyer, d'avoir été avec nous, présidente de Fair Value Corporate et Public Affaires, un cabinet français indépendant de conseil en affaires publiques et politiques et en communication, basé un petit peu partout en Europe et spécialiste des questions ukrainiennes. C'était passionnant. Vous restez avec nous dans quelques instants. 0826 300 300. Vous avez envie de réagir sur l'un des thèmes d'aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Vous attend Standard. À tout de suite.